Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Question Éco. Au menu ce soir, les mesures phares du projet de loi de finances 2021 et le rôle de la digitalisation dans la relance économique. En compagnie de notre premier invité, nous allons passer en revue les principales mesures contenues dans ce PLF 2021, censé, rappelons-le, relancer bien sûr l'économie, réformer le secteur public et la très attendue généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains, et ce, comme orienté par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et rappelé d'ailleurs à l'occasion de l'ouverture de la première session de la 5e année législative. C'était donc vendredi 9 octobre. Le ministre de l'économie et des Finances et de la réforme de l'administration, Mohamed Ben Chaïboun, a présenté ce lundi son PLF 2021. Ce sera donc notre sujet d'échange avec notre premier invité, Karim Ghasmi, professeur de gestion au sein de l'ENCG Casablanca et directeur du laboratoire d'analyse marketing et stratégique des organisations à la même école. Ensuite, nous accueillerons l'expert en télécom et IT, Khalid Ziani, pour parler de l'importance du digital pour réussir les défis de la relance et les réformes de l'administration marocaine. Bienvenue à tous. Il devrait amorcer les grands chantiers de réforme et de développement initiés dans les derniers discours du souverain. Le PLF, projet de loi de finances 2021, annonce des promesses socio-économiques pour l'année à venir. Lecture de ce PLF avec Ala Ben Ali. Accélérer la relance économique, c'est l'objectif du projet de loi de finances pour l'année 2021. Avec un budget de 120 milliards de dirhams, le gouvernement commencera par injecter dans l'économie nationale le fonds Mohamed VI pour l'investissement qui s'élève à 45 milliards de dirhams. Il est question aussi de soutenir l'investissement public avec une enveloppe de 230 milliards de dirhams et de promouvoir l'investissement privé national et étranger en consolidant les acquis en lançant de nouveaux défis sectoriels. Le gouvernement œuvrera aussi à faciliter l'accès au financement, surtout pour les très petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises en transformant la Caisse centrale de garantie en société anonyme dénommée Société nationale de garantie et de financement de l'entreprise. Dans ce même contexte, il est prévu de redynamiser le programme Intelaqa pour encourager les jeunes à la création d'entreprises. Concernant le volet social, le projet de loi de finances 2021 prévoit de lancer la première phase de la généralisation de la couverture sociale. Autre volet important du projet de loi de finances, la généralisation progressive du préscolaire avec le renforcement du corps éducatif et la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour le développement de la formation professionnelle et la promotion de la recherche scientifique. Aussi, pour rattraper les déficits en infrastructure et soutenir les ménages en situation de précarité, le gouvernement va lancer la troisième phase de l'INDH, Initiative nationale pour le développement humain, et poursuivre dans ce même élan le programme de réduction des disparités territoriales et sociales en milieu rural. Dans le volet fiscal, les mesures présentées s'articulent autour de 5 axes, à savoir l'encouragement et l'accompagnement de l'investissement, l'amélioration des régimes d'imposition des petits contribuables, la lutte contre la fraude fiscale, la clarification de certaines dispositions fiscales et l'amélioration des relations entre le contribuable et l'administration fiscale. Parmi les mesures phares de ces projets fiscaux figure l'institution d'une contribution sociale de solidarité destinée aux personnes physiques dont le salaire net annuel est de 120 000 dirhams et les entreprises dont les bénéfices dépassent 5 millions de dirhams. Par ailleurs, afin d'encourager l'embauche des jeunes sans emploi par toutes les entreprises, quelle que soit la date de leur création, il est proposé d'instituer une mesure prévoyant d'exonérer de l'IR pendant 24 mois les salaires versés aux personnes âgées de 30 ans au plus lors de leur premier recrutement, à condition que leur contrat de travail soit à durée indéterminée. Enfin, les mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finances 2021 consistent également en l'augmentation ou la réduction des droits d'importation sur certains produits, et ce, en vue de faire profiter l'économie du pays et d'encourager la production nationale. Et pour analyser tout cela avec nous depuis Casablanca, Karim Ghasmi, professeur à l'ENCG Casablanca. Donc, bonsoir professeur Ghasmi. Bonsoir Madame Ihsan.
Je Alors, vous remercie pour votre invitation. mais merci à vous de l'avoir accepté. Bienvenue avec nous. Alors, bon, un projet de loi de finances dans un contexte inédit, mais clairement placé sous le signe, bien sûr, de la solidarité, de l'aspect social aussi, surtout. Je voudrais justement rappeler que donc, les responsables devraient procéder également, n'est-ce pas, pendant l'année en cours, l'année budgétaire plutôt prochaine, en sachant que selon ce PLF, on devrait procéder à des coupes budgétaires, notamment en cas de besoin, d'annuler même certains budgets de l'investissement. Selon vous, est-ce qu'on peut dire que c'est un PLF placé sous le signe de la relance ou aussi et également de l'austérité? Alors bien, c'est une excellente question et pour introduire la PLF 2021. Juste deux choses. Deux choses, c'est que ça a été fait sur, on va dire, le PLF, projet PLF 2021 a été fait sur des hypothèses vraisemblablement qui ne vont pas tenir la route. Premièrement, toujours la production céréalière à 70, Donc, on va dire, millions oui. de quintaux. Mhm. On se pose la question, est-ce qu'on est dedans? Et puis deux, on va dire le gaz butane, il est à 350 USD la tonne. D'accord, parce Et que sur, en fait, sur les équilibres, oui, sur les sur équilibres les et puis équilibres, aussi, professeur Gasmi, parce que moi, si j'ai évoqué cela avec vous, c'est parce que le chef du gouvernement, Saadil Othmani, a clairement dit que, bien sûr, le budget pour les investissements publics a été augmenté dans le cadre de ce PLF 2021. Or, comme je viens de l'évoquer, certains budgets d'investissement, donc de l'État, pourraient être annulés. certainement, parce que la priorité, elle passe en premier. La priorité, elle passe en premier sur deux choses. C'est sauvegarder la paix sociale parce que c'est important. Et on avait vu au niveau du confinement comment le pouvoir d'achat a été vraiment impacté. Et deux, il faudrait qu'il y ait une relance économique quelque part. Et c'est comme si on disait, une métaphore qui est très simple, qui est utilisée par tout le monde dans ce temps-ci-là, on est en train de conduire une voiture, et à un moment donné, il y a l'accélérateur, il y a le frein, et il faut qu'on gère cette dualité, parce que c'est très important. On ne peut pas croiser les bras et attendre jusqu'à la pandémie soit éradiquée. Dieu seul sait à quel moment ça va être, on va dire, ça va être éradiqué avec le malade zéro, mais tout simplement, il faudrait qu'on avance. Donc, cette façon d'avancer, il faudrait à un moment donné que le budget de l'État sert à l'investissement et il sert aussi à les équilibres en interne, et en l'occurrence, l'aspect social. Et ça, c'est fondamental. L'aspect social, justement, parlons-en, Karim Gasmi. Est-ce que vous pensez que ce PLF encourage le pouvoir d'achat du Marocain? Alors justement, ça, c'est une très bonne question. Alors, c'est vrai, cette crise aujourd'hui, elle a une caractéristique. C'est une crise qui est en même temps de l'offre et de la demande. C'est une crise qui frappe les producteurs et qui frappe aussi le pouvoir d'achat. Et on sait très bien que la fonction consommation, c'est une fonction qui est très importante dans la croissance économique. Alors aujourd'hui, c'est sûr et certain, tel que c'est fait, ça veut dire injecter de l'aide sociale directement vers le contribuable, ça n'aide pas beaucoup pour augmenter le pouvoir d'achat parce qu'on ne peut pas le faire de manière indéfinie. Moi, j'aurais aimé, et ça, c'est ma vision des choses, c'est que en premier, on aide l'entreprise dans sa compétitivité et dans sa résilience par rapport à faire face à des événements, parce qu'on n'aura pas uniquement que le Covid, il faut qu'on se prépare. Et ça veut dire qu'il faut qu'on solidifie la compétitivité de l'entreprise et qu'on solidifie, on va dire, de la résilience et la sauvegarde des emplois. C'est l'État, on va dire, c'est l'État en premier. Oui. Ça veut dire, moi, si j'ai de l'aide à donner directement au niveau chez le contribuable, je préfère faire une balance et aller directement vers l'entreprise pour solidifier, pour au moins sauvegarder l'emploi. Et ça a été une condition sine qua non pour que la SAGEM rentre dans le jeu. Ça veut dire sauvegarder l'emploi à hauteur de 80%. Moi, je dirais plus, parce que tout simplement, l'État aujourd'hui doit jouer ce rôle.
Mais très bien. maintenant, D'ailleurs, pas directement. non, pas après, il y a directement dans le PLF, vers le Karim citoyen. Ghasmi, il y a dans le PLF Ouais. cette exonération de l'IR, de l'impôt sur le revenu pour les nouveaux recrues qui ne dépassent pas 30 ans, pendant 24 mois, cette exonération est pour toutes les entreprises. Mais de l'autre côté, il y a aussi les entreprises dont les bénéfices qui dépassent 5 millions de dirhams qui vont être taxés par cette fameuse taxe de solidarité. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des TPME qui sont également concernés par ces taxes, Karim Ghasmi, vu qu'on parle d'un bénéfice net de 5 millions de dirhams annuels? Exactement. Ben, là, si je prends sur les mesures fiscales, je prends la PSS, c'est typiquement des PME, des TPE qui sont dans cet ordre-là. Ça veut dire des TPE, ça veut dire des entreprises qui sont à un bénéfice net qui est net inférieur à 5 millions de dirhams. Moi, je dirais encore plus. Cette mesure qui a été faite, il faudrait l'élargir vers les grandes structures parce que c'est là où il y a l'argent, c'est là où il y a, on va dire, c'est là où il y a l'argent. Mais elle est élargie, professeur Ghasmi. Elle est élargie pour les grandes entreprises au-delà de 40 millions de dirhams, qui payent du coup beaucoup plus. Oui. Exactement. Mais moi, j'attends réellement à ce qu'il y ait un retour là-dessus. J'attends réellement à ce que, en réalité, ça se fasse dans cet ordre-là. Ça veut dire du 2,5% pour les 5 et 40 millions, du 3,5% pour les supérieurs à 40. Et puis aussi, il y a l'effort qui a été fait. Et maintenant sur les petits salaires, on va dire, entre guillemets, petits salaires, sur les salaires qui avoisinent les 120 000 dirhams avec un taux de 1,5%. Mais maintenant, ce que l'État a fait de mieux aussi, et moi, c'est là les valeurs, on va dire, là où il y a un petit peu de lumière, c'est la baisse du coût de l'emploi, ou bien du coût de l'emploi, en exonérant les entreprises sur l'IR, sur une période de 24 mois. Et ça, c'est très intéressant. Très, très intéressant. Et moi, je dirais, au-delà du 24 mois, il faudrait y aller parce que cette crise sanitaire, les impacts de la crise sanitaire, surtout, on a une première vague, une deuxième vague, on ne sait pas quand est-ce que le vaccin va être là, et on ne sait pas quand est-ce que ça va être atténué et on va avoir une courbe qui va être aplatie. Il faudrait qu'au niveau de la PLF qui va venir pour l'année prochaine, il faudrait que ça soit extensible vers 2 ans, 3 ans supplémentaires. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les jeunes qui viennent de sortir. Parce que là, ils seront chanceux pour trouver un travail, parce que le coût de leur emploi va être moindre. Et aussi pour les gens qui ont une moyenne d'ancienneté de travail entre 6 ans à 8 ans, pour qu'ils puissent soit se reloger, soit avoir un autre contrat, etc. Rapidement, professeur Ghasmi, dernière question, c'est par rapport justement aux entreprises qui ont été clairement mises à mal par la pandémie, de 1, et par manque de visibilité. Est-ce que vous pensez qu'un entrepreneur, parce que là aussi, non seulement vous avez évoqué la responsabilité de l'État, il y a aussi la responsabilité de l'entreprise. Est-ce que vous pensez que moi, en tant qu'investisseur ou entrepreneur, sans visibilité, je vais investir et notamment recruter, quand bien même je serai exonéré d'IR pour les nouvelles recrues pendant 24 mois. Maintenant, ça c'est très important parce que tout simplement il faudrait qu'il y ait une confiance, il faudrait regagner la confiance, il faudrait que la confiance revienne au niveau des patrons, et ça c'est le rôle de la CGEM. Et la CGEM n'a cessé de parler de ça parce que le rôle de la CGEM dans ce sens-là, c'est d'apaiser les tensions, d'avoir les intérêts, de sauvegarder les intérêts des patrons, et puis 3, c'est la confiance. Et tant qu'on n'a pas la confiance, et tant qu'on n'a pas, on va dire, cette colle qui nous relie ensemble, l'investisseur va être méfiant, tout le monde va être méfiant. Très bien. Voilà. Donc il y a beaucoup. un rôle à jouer. Il y a un rôle à jouer par la CGEM dans ce sens-là. Par le patronat. Merci beaucoup, professeur Karim Ghasmi, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous en prie, madame. Et on rappellera bien sûr que ce projet de loi de finances est donc déposé au Parlement. Il fera naturellement l'objet de débats, bien sûr, au sein de l'hémicycle, comme le stipule la Constitution. Voilà donc pour cette première partie de Questions Écho. Passons à présent à la seconde. Merci de rester avec nous. En réponse à l'appel du ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique, l'Agence de développement du digital lance un nouveau plan de développement, celui des data centers et cloud. Les détails avec Alain Abnani.
Le Maroc se dotera d'un plan national de développement des infrastructures IT, data center et cloud. Ce projet fera l'objet d'une étude commanditée par l'Agence de développement du digital pour 4,9 millions de dirhams. Concernant les data centers, le plan d'action comprendra un business model pour le développement de ces infrastructures et une stratégie de marketing et de communication. Pour les solutions cloud, le consultant retenu aura réalisé un plan d'action pour l'opérationnalisation de la feuille de route du développement de ces solutions avec la proposition d'un catalogue de services cloud à mettre au profit des administrations. En parallèle, l'Agence du développement digital travaille sur d'autres chantiers comme l'instauration d'une plateforme d'échange de données entre les administrations. Elle permettra d'interconnecter les bases de données des différentes institutions publiques et privées et de dématérialiser les flux de documents. Autre projet en cours, la Digital Factory. Il consiste à mettre en place un Digital Lab œuvrant pour la numérisation rapide des parcours de services publics. L'objectif à terme, positionner le Maroc en tant que hub digital au niveau régional et continental. Et justement, pour se rapprocher davantage de cet objectif et de la réalité, surtout du terrain, avec nous, l'expert en digital et IT. Bonsoir Khalid Ziani. Bonsoir. Donc vous êtes avec nous depuis Casablanca, je le rappelle. Alors, puisque en première partie, nous avons évoqué, bien sûr avec notre premier invité, le projet de loi de finances 2021. Alors, PLF 2021 et stratégie digitale, vous en dites quoi ? Le PLF 2021 est plein de projets qui se traduisent par d'importants chantiers dans le domaine du digital, et notamment le projet de la couverture sociale et de l'extension de l'AMO, qui va exiger la mise en œuvre et l'unification des systèmes de gestion d'AMO vers un seul opérateur qui forcément doit être équipé de systèmes informatiques pour gérer cet AMO. Et ce sera un des grands chantiers de 2021. Je pense que le gouvernement a préparé le chemin législatif pour créer les infrastructures et le domaine, les agences nationales pour gérer cet AMO et notamment le RSU, le registre social unifié. Ce qu'il faut noter, c'est que l'ensemble de ces chantiers sont totalement numériques et ils conditionnent la réussite des projets du PLF 2021. Sans ces chantiers-là numériques, les projets n'aboutiront pas et en tout cas n'aboutiront pas à temps. Oui. Le souverain a fixé notamment la généralisation de l'AMO pour 2022 pour 22 millions de personnes de plus. Il va de soi que sans un processus numérique unifié et des chantiers stratégiques pour gérer cet AMO, on ne pourra pas gérer 22 millions de personnes de plus dans la couverture AMO. Très bien. Et donc, le chantier digital est indispensable pour l'exercice du PLF 2021. Alors, est-ce que vous pensez que justement, parce que ce chantier du digital, il a été lancé, j'ai envie de dire à plusieurs reprises d'ailleurs, il y a eu plusieurs plans, plusieurs stratégies. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, bien sûr parce qu'il y a aussi ce grand défi de relance économique, est-ce que ça va donner le bon coup d'envoi, ce renouveau digital pour le Maroc ? Si oui, comment selon vous ? Enfin, quels sont les ingrédients pour sa réussite ? Alors, ce qui est bien, c'est que cette fois-ci, on a mis les bases au début. Ça veut dire qu'on a travaillé sur la partie réglementaire et législative. On a mis en place l'Agence nationale des registres. On a mis en place le cadre législatif pour gérer le registre social unifié. On a développé la partie registre national des personnes qui inventorie l'ensemble des personnes. Donc, on a travaillé sur la base et on a bien mené les études avant de lancer les chantiers. Mmh. Ce sont des très gros projets, des grands chantiers d'envergure. Maintenant, il va falloir mettre la cadence, c'est-à-dire qu'il va falloir imprimer une cadence très rapide. Cette cadence ne pourra être respectée que si les administrations en charge de ces projets outsourcent ou externalisent une grande partie de la mise en œuvre de ces plans
vers des entreprises du privé qui sont compétentes dans ce domaine. Et je pense qu'il faudra s'appuyer sur le savoir-faire de ces entreprises pour réussir ces projets-là. Mais surtout que l'appel a été clair de l'exécutif de privilégier le produit marocain et donc l'entreprise marocaine. Encore faut-il justement faire appel à ces entreprises pour mener à bien, comme vous le disiez, M. Ziani, par rapport à ces projets, à ces chantiers. Alors, quels sont les freins justement? Et aussi, je veux évoquer avec vous cette question très cruciale, celle de l'éducation, bien sûr, qui a eu... on a eu besoin du digital pour juste éduquer, enseigner à distance les élèves et étudiants marocains. Selon vous, comment rectifier le tir? Alors, comment rectifier le tir sur la partie digitalisation de l'éducation? En fait, nous avons procédé avec les moyens du bord. Donc, nous avons fait accéder les étudiants à des MOOC, Massive Open Online Courses. Nous avons mis un site qui s'appelle Tilmidity qui recèle tous les cours du primaire, du collège pour faire accéder ces étudiants. Mais ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il fallait un écosystème complet. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire qu'une partie et pas penser à l'autre. L'autre partie où on a échoué, c'est nous n'avons pas pensé à l'accessibilité à ces cours et à l'égalité des chances que doit promouvoir l'école. C'est-à-dire que tout le monde accède à ces cours et donc tout le monde accède à Internet et tout le monde peut interagir avec son professeur avec un accès à Internet à un prix accessible. Ça, on n'a pas réussi à le faire parce que nous avons juste rendu l'accès à ces cours gratuit, mais pas l'interactivité qui était nécessaire avec les professeurs, notamment en rendant gratuite l'accès aux outils de communication sur Internet. Donc ça, il faudra repenser, on est sur la bonne voie. Nous avons fait un grand chemin et il faut continuer et repenser toute la partie sur la base de l'égalité des chances et sur la généralisation sur tout le territoire. Il ne faut pas oublier que nous avions des régions qui n'avaient pas d'accès à Internet 3G. Nous avions donc des élèves qui ne pouvaient pas accéder aux cours. Nous avions recensé à peu près 600 000 élèves qui ne pouvaient pas accéder aux cours à distance. Donc, ça, c'est une problématique qu'il faudra régler dans le cadre de l'aménagement du territoire sur la partie télécom. Pour terminer, bien sûr, un grand chantier aussi, la réforme de l'administration et bien sûr de ce secteur public. Comment, en sachant, bien sûr, en digitalisant plutôt les process, et comment, quand on connaît la réalité justement des administrations, ne serait-ce que pour l'échange d'informations entre deux différents départements? Oui, ça, vous verrez dans le projet de loi de finances 2021, il est écrit noir sur blanc qu'il va être instauré une gateway, ce qu'on appelle une gateway, un hub, entre les administrations pour s'échanger les informations. Ce qui suppose que ce que développent ces administrations dans les outils digitaux soit de l'open data, c'est-à-dire que ce soit des bases de données ouvertes qui sont capables d'échanger de l'information entre elles sous réserve de respect des habilitations d'accès aux données et du respect des lois CNDP de protection des données privées. Donc ça, ce dispositif est prévu dans le PLF 2021. Il doit être mis en œuvre parce que c'est la condition sine qua non de l'exercice des services de l'administration au service du citoyen, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas le citoyen à aller lui-même dans chaque administration pour chercher telle attestation ou telle attestation et l'emmener lui-même à telle autre administration pour pouvoir recevoir une troisième attestation. Donc tout cela, lors de la pandémie, d'ailleurs, on l'a vu, on a constaté que les administrations fonctionnaient en silo, même si elles développaient
des programmes de digitalisation, le fait que leur système d'information ne soit pas ouvert entre elles et ne communique pas entre elles était un handicap et qui nuisait au service du citoyen. Merci beaucoup Khalid Ziani, expert en télécom et IT, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voilà, c'est la fin de Question Éco. Très bonne soirée à toutes et à tous.